Jeudi 16 janvier de l'année 2025, c'est l'heure de s'informer sur Téléhémicycle. Merci d'être avec nous. Ces jours de plénière à l'Assemblée nationale du Bénin, les députés sont réunis à l'hémicycle pour développer plusieurs points, dont l'examen du projet de loi sur l'alimentation scolaire en République du Bénin. Un texte dont l'importance est très capitale pour le gouvernement qui en est l'initiateur. Vous entendrez le ministre des Enseignements maternels et primaires sur la question dans un instant. Atelier de formation au profit des secrétaires et cadres de l'administration parlementaire du Bénin, c'est depuis hier à Grand Popo dans le département du Mono. Les travaux ont été lancés par le secrétaire général administratif adjoint de l'Assemblée nationale. Les images sont à suivre. Joseph Aoun, retenez bien ce nom, c'est lui qui dirige désormais le Liban depuis quelques jours. Il a été désigné par les parlementaires après plusieurs années de vacances de pouvoir au sommet de l'État. Il était jusque-là le chef de l'armée et nous en saurons davantage dans cette édition. Sur invitation du président de l'Assemblée nationale, les députés sont au palais des gouverneurs depuis ce matin. Les représentants du peuple sont en séance plénière avec au menu plusieurs points inscrits à l'ordre du jour, à savoir l'examen de la question d'actualité relative à l'attaque terroriste contre l'armée béninoise au point triple dans la commune de Banikwara, dans le département de l'Alibori, l'examen du projet de loi portant organisation de l'exercice en clientèle privée des professions médicales et paramédicales de santé humaine en République du Bénin, et puis l'examen du projet de loi relatif à l'alimentation scolaire en République du Bénin. Et comme je le disais à l'instant, ce projet de loi spécifiquement a pour but de pérenniser les acquis du programme national d'alimentation intégrée PNACI, plus connu sous le nom de programme des cantines scolaires. Le ministre des Enseignements maternels et primaires du Bénin souligne ici l'importance de ce texte que le gouvernement a soumis aux parlementaires et répondait aux questions de Saturne Diosso. Vous savez, les bonnes choses méritent d'être entretenues. Et si nous voulons qu'elles puissent durer dans le temps, il faut également les sécuriser. Et tout le monde s'entend aujourd'hui comme quoi s'il y a un programme gouvernemental qui est le plus connu au Bénin aujourd'hui, c'est évidemment le programme national d'alimentation scolaire intégrée, ce qu'on dénomme généralement les cantines scolaires. Et si partout où l'on passe, l'on dit c'est bon, c'est bon, c'est bon. Et au-delà de cela, que nous ayons commencé ce programme-là depuis 2017 et l'ayant conduit jusqu'en 2024 sans accroc, je dois pouvoir dire que cela mérite d'être non seulement soutenu, mais d'être consolidé. Et c'est dans le sens d'inscrire ce programme-là dans la durée et dans le temps, que ce programme-là puisse résister à tout autre obstacle que le gouvernement fait l'option de l'inscrire dans une loi. Parce que lorsque vous avez un projet qui est porté par une loi, alors il s'impose à tout le monde. C'est vrai, c'est le gouvernement de la rupture qui a initié cette forme de cantine scolaire depuis 2017. Je dis au passage qu'avant ça, il y avait, c'est pourquoi il n'y a pas de forme de cantine scolaire, il y avait des formes de cantine scolaire avant 2016, et on en a vu sur place en 2016. Et nous avons mis notre programme de cantine en place à partir de 2017, et fort heureusement, c'est un programme qui marche bien, un programme hautement social. Alors pour lui permettre de durer, de rester et de pouvoir échapper à toute autre velléité qu'on ne saurait prédire, il vaut mieux l'inscrire dans une loi. C'est pourquoi le gouvernement a fait l'option de prendre un projet de loi pour protéger, je dirais à la limite pérenniser, n'est-ce pas, ce programme.
Et à la dernière minute, nous venons d'apprendre au même moment que vous que le gouvernement a d'abord retiré ce projet de loi sur l'alimentation scolaire en République du Bénin. Les députés ont été mis au courant du côté de l'hémicycle. Mais la séance plénière se poursuit sur les autres points. Peut-être que le gouvernement va d'abord faire quelques réglages pour une nouvelle réintroduction au Parlement. Et je l'ai annoncé aussi en titre, les secrétaires et cadres parlementaires sont en atelier de formation depuis hier mercredi sur les logiciels bureautiques à Grand Popo, une démarche qui s'inscrit dans le cadre du renforcement de l'efficacité des services parlementaires. À la manœuvre de cet atelier, la section nationale du réseau africain des personnels des parlements RAP, avec l'appui technique du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD. On fait le point avec Stéphanie Dekpemadora et Pascal Zom. Les outils informatiques s'imposent aujourd'hui comme un levier de performance dans toute administration. Et dans un monde en pleine évolution numérique, il devient essentiel pour les secrétaires et cadres parlementaires de maîtriser les logiciels bureautiques. Un défi important que le nouveau bureau du réseau africain des personnels des parlements RAP compte relever. Il n'est pas nécessaire de rappeler ici la valeur ajoutée qu'apporte la maîtrise des logiciels bureautiques aux organisations, notamment en matière d'efficacité et de regain de temps. Les secrétaires des services parlementaires jouent un rôle important, voire transversal, pour le bon fonctionnement de l'administration parlementaire. Vous êtes, en effet, en amont et en aval de la majorité des procédures à l'Assemblée nationale. Une rencontre interactive entre agents parlementaires et informaticiens afin de mieux adapter leurs compétences aux réalités parlementaires. Une formation pratique qui traduit leur volonté d'accompagner le président Louis Gbehou Vlavonu dans son ambition de modernisation du Parlement béninois. Pour rester en phase avec cette dynamique du président et surtout en tirer le meilleur parti, il sied que chaque agent parlementaire, notamment les secrétaires, maîtrise correctement l'outil informatique et ses nouvelles technologies. C'est donc au regard de ces enjeux et de la nécessité de la spécialisation des initiatives de formation selon les différents corps de métier de l'administration parlementaire que la session nationale du réseau africain des personnels des parlements a initié le présent atelier de renforcement de capacité avec l'appui technique et financier du Parc Pauge. À l'ouverture des travaux de cet atelier à Grand Popo, c'est le secrétaire général administratif adjoint de l'Assemblée nationale, Clément Winouebo, qui porte la voix du président de l'Assemblée nationale. Il a, dans son discours, rappelé les attentes de cette initiative. L'objectif de cet atelier, qui est sans ambiguïté, d'actualiser vos connaissances en informatique et de vous fournir des compétences pratiques, des connaissances concrètes et des solutions efficaces pour vous aider à accomplir vos missions quotidiennes. Mais au-delà de l'aspect technique, cet atelier se veut aussi un lieu d'échange, d'interaction et de partage d'expériences. Et pour répondre à ces objectifs, les participants à cette formation se sont familiarisés avec plusieurs logiciels avancés, comme entre autres le Word, l'Excel et le PowerPoint sous Windows. Cette formation laisse une empreinte positive dans la conscience des différents participants. Venus de divers services de l'administration parlementaire, ils ont exprimé leur satisfaction sur ces différents travaux qui se révèlent à la fois enrichissants et pratiques pour eux. Je vous propose d'écouter ici quelques-uns au micro de nos reporters sur les lieux, Stéphanie Dekpemadora et Pascal Zon. Il est important aujourd'hui, au XXIe siècle, pour tout cadre que nous sommes, de pouvoir maîtriser l'outil informatique. Puisque tout ce que nous faisons en matière de conception, c'est grâce à l'outil informatique.
Donc les logiciels de base tels que Word, Excel, PowerPoint, nous les utilisons fréquemment. Et il va falloir que nous puissions les maîtriser pour que les rapports que nous allons produire, les notes, les différents documents administratifs que nous allons produire puissent être de bonne qualité pour les transmettre à l'autorité. Et au cours de cet atelier, déjà par rapport aux différentes communications qui ont eu lieu, il y a eu beaucoup d'astuces qui nous ont été déjà données pour que nous puissions aller vite et bien. Donc je crois que pour tout cas de l'administration, cette formation est vraiment très nécessaire. Et il va falloir la rééditer au profit de tout l'ensemble du personnel, aux différentes catégories de personnel, pour que tous ceux-là qui utilisent l'outil informatique puissent vraiment la maîtriser. Je pense que les initiateurs ont compris qu'on a besoin de ce renforcement de capacité. Et c'est une très belle initiative, on en apprend beaucoup de mises à jour surtout, parce qu'on en a vraiment besoin. Là, aujourd'hui, on est en train de faire purement de la pratique. C'est ça qu'il nous faut. Aujourd'hui, la pratique nous permet de toucher du doigt ce qu'on doit savoir. Et je pense que c'est le point important. Moi, aujourd'hui, j'ai pu quand même faire beaucoup de choses qu'il nous faut pour aller plus vite dans le travail qu'on a à faire. Je vais remercier le président de l'Assemblée nationale pour les efforts qu'il fait pour nous accompagner, surtout dans les renforcements de capacité. Moi, particulièrement en tant que transcripteur, c'est que tous les jours, nous, on est confrontés à cette difficulté qu'on a, surtout dans les tâches quotidiennes qu'on fait. Et je trouve que cette formation est venue à point nommé pour renforcer notre capacité, pour nous permettre d'être beaucoup plus mieux outillés et pour donner plus de résultats les fois à venir. Surtout ce qui concerne Word, Excel et autres là. C'est d'ailleurs le bien fondé même de l'atelier. Ce n'est plus ce que nous on a l'habitude de voir, c'est la pratique. On touche du doigt tout ce qui peut nous bloquer à des moments donnés. Tout est révélé et ça nous a permis vraiment d'être aguerris et d'être mieux outillés pour les travaux qui nous seront confiés désormais en ce qui concerne nous particulièrement la transcription des débats parlementaires. On reste toujours dans le monde parlementaire, mais cette fois loin du Bénin avec les parlementaires gabonais de transition qui sont en session extraordinaire depuis le vendredi 10 janvier passé. C'est une session demandée par le gouvernement au cours de laquelle les parlementaires vont examiner un projet de loi portant révision du code électoral. Une étape qui devrait conduire au retour à un régime civil dans le pays selon le président de la transition Brice Clotaire Oligui Nguema. Regardez. Ils sont en session extraordinaire avec sur leur table le projet de loi sur le nouveau code électoral. Les parlementaires gabonais ont entamé l'examen de ce texte de loi qui doit notamment permettre d'organiser de façon apaisée des élections libres, transparentes et équitables au cours de cette année 2025. Au cours de ces 10 jours de travaux, ces parlementaires auront à examiner 383 articles du nouveau code électoral rédigé par une commission nationale désignée début décembre par le président de la transition, Brice Oligui Nguema. En réalité, ce nouveau code comporte des innovations comme, entre autres, l'accès équitable des candidats aux médias publics, l'adoption d'un fichier et d'une liste électorale biométrique et des quotas obligatoires dans les listes de candidats des partis politiques, au moins 30% de femmes et 20% de jeunes. En effet, le général Oligui a promis de rendre le pouvoir aux civils au terme du processus de transition. Il faut noter que le calendrier du Comité pour la transition et la restauration des institutions a été rigoureusement suivi. En septembre dernier, une nouvelle constitution a été approuvée par le Parlement de transition et approuvée par référendum en novembre. Le oui l'a emporté avec 91,8% des suffrages, avec un taux de participation de 53,54%. Ensuite, s'en est suivi la réforme du code électoral au premier trimestre de cette année 2025, puis la révision des listes électorales en avril. Mais
La révision des listes a finalement commencé plus tôt, le 2 janvier 2025. Pendant ce temps, les figures de l'opposition à la transition ont tenu une conférence de presse pour dénoncer la dérive actuelle du processus de transition. Ils ont également dénoncé la modification par le pouvoir de plusieurs articles de la Constitution entre son adoption par référendum en novembre et sa promulgation en décembre. Ce travail doit être achevé le 20 janvier car le décret qui convoque la session parlementaire n'a prévu que 10 jours de travaux car le projet doit être ensuite soumis au Sénat. Mais il faut rappeler qu'il est prévu une autorité de contrôle et de supervision des élections de ces processus. Des précisions de Stéphanie Dekpemadora. Au Mozambique, les députés de la 10e législature sont dans leur nouvelle fonction depuis ce lundi. Élus depuis le 9 octobre dernier, ces parlementaires ont été installés par le chef de l'État, encore aux affaires à ce moment-là, dans un contexte très tendu. Reportage. C'est le président de la République encore en fonction qui a procédé à l'installation officielle de ces députés mozambicains membres de la 10e législature. À cette séance ouverte donc par Philippe Nyusi, les députés élus pour le compte du parti Renamo et le MDM, Mouvement démocratique pour le Mozambique, deux partis politiques d'opposition n'ont pas répondu présent. Et pour cause, les leaders de ces partis contestent toujours les résultats des élections générales du 9 octobre 2024 et demandent un recompte des voix. Des contestations qui ont engendré plusieurs affrontements violents avec la police depuis lors, faisant officiellement 300 morts. Après des mois de ces manifestations violentes, les membres du parti au pouvoir Frelimo espéraient une accalmie cette semaine avec l'installation du Parlement ce lundi qui sera suivi de l'investiture du nouveau président élu, Daniel Chapo, à la tête de l'État. Mais déjà avant l'installation de la nouvelle législature ce lundi, l'opposant Venancio Mondlane, fondateur du parti d'opposition La Renamo, a appelé à une mobilisation dite pacifique pour refuser une nouvelle fois les résultats électoraux qu'il dit biaisés par des institutions électorales et judiciaires jugées trop proches du pouvoir. Selon son propre décompte, Venancio Mondlane aurait obtenu 53% des voix à la présidentielle et serait, je cite, le président élu du peuple mozambicain, fin de citation. C'est ainsi que ses partisans ont dressé des barricades ce lundi 13 janvier 2025, restreignant donc l'accès à la capitale Maputo. Des affrontements avec les forces de l'ordre ont fait au moins un mort parmi les manifestants de la ville voisine de Motala. Selon les résultats confirmés avant Noël par la plus haute cour du pays, le nouveau Parlement compte désormais 171 députés pour le Frelimo, 43 pour le Podemos, un petit parti devenu la première formation politique d'opposition, ainsi que 28 sièges pour la Renamo, parti d'opposition créé par Venancio Mondlane, et 8 sièges pour le MDM, également parti de l'opposition. Les députés du parti d'opposition Podemos, ayant soutenu la candidature de Venancio Mondlane à la présidentielle, étaient en revanche présents à la cérémonie d'installation de ce lundi. Ivandro Mezingue, l'un de ces députés, a déclaré, je cite, « Nous promettons d'apporter une nouvelle dynamique au scénario politique actuel pour mener une politique de vérité. Si nous sommes là, c'est parce que le peuple nous l'a demandé à travers son vote le jour des élections. Les partis qui ne sont pas encore venus prétendent être du côté du peuple. C'est un mensonge. Eux aussi se feront investir, mais ils rentreront dans cette assemblée par la porte de derrière, fin de citation, a-t-il ajouté. Pour la Renamo, cette cérémonie représente, je cite, un manque de respect à l'égard de la volonté des Mozambicains, privés d'élections libres, équitables et transparentes, fin de citation, selon le porte-parole du parti, Martial Macom. Malgré ce boycott, le président de la République élu, Daniel Chapo, a dit espérer lundi une excellente collaboration entre tous les groupes parlementaires à l'Assemblée nationale. Je cite, « L'appel que je voudrais lancer en ce moment est vraiment la nécessité de maintenir la paix, la stabilité sociale, économique et politique
dans notre pays. Fin de citation, a-t-il ajouté, devant les journalistes en arrivant à l'Assemblée nationale à l'occasion de l'installation de la nouvelle législature. Une cérémonie d'installation à l'issue de laquelle les députés présents ont porté la candidate du Frélimo et ex-ministre du Travail, Margarita Talapa, 62 ans, à la tête du Parlement mozambicain, avec au total 169 voix. Et pendant ce temps, les députés français sont préoccupés par plusieurs sujets qui sont sur leur table actuellement. Entre autres sujets figure l'examen d'un projet de loi d'urgence pour la reconstruction de Mayotte. En prélude à cet exercice, le ministre français des Outre-mer, Manuel Valls, a été auditionné au sein de la Commission des affaires économiques. C'était ce lundi 13 janvier 2025 où le ministre a répondu aux questions de ces parlementaires réunis au sein de la commission. Suivez. J'ai du mal à entendre que Mayotte est plus riche. Je ne sais pas quels sont vos critères là, de richesse. Parce que nous, on n'a pas d'eau, pas d'électricité, rien à bouffer. Et vous trouvez le moyen de justifier l'immigration clandestine qui continue aujourd'hui. Et vous avez même l'outrecuidance de parler de nous aider le pays qui nous revendique et qui instrumentalise sa population en disant, dans le maigre programme de reconstruction de Mayotte, il faut inclure les Comores. Magique. Moi je sais, les mots me manquent parce que c'est tellement hors sol sur le droit du sol que, en fait, à Mayotte, on n'arrive plus à vous entendre. Non seulement vous ne venez pas, mais en plus, vous vous permettez des discours qui alimentent les ingérences étrangères sur notre sol. C'est quand même incroyable de trouver le luxe à des personnes qui n'ont plus de toit de dire continuer à accueillir. Je trouve ça d'une obscénité qui dépasse les bornes. Et si vous nous permettez d'avoir un débat qui soit respectueux, évitons cette partie-là. Parce que vraiment, c'était déjà pénible avant. Mais là, vraiment, quand on n'a pas d'eau, pas d'électricité, pas de bouffe, nous dire que le voisin qui a été épargné par le cyclone est tout à fait légitime à venir chez nous, là, si vous voulez, ça devient un dogmatisme qui dépasse l'entendement. Expulser des dizaines de milliers de personnes des bidonvilles et les ramener chez eux, c'est une opération d'une très grande difficulté. C'est difficile parce qu'il s'agit d'êtres humains, parce qu'il y a des enfants, parce qu'il y a souvent des femmes seules. Donc, entre votre exigence légitime et ce que dit Madame la rapporteure, ce que dit l'autre parlementaire, l'autre député de Mayotte, ce que nous disent les élus mahorais, il va falloir trouver un chemin. Il sera difficile. Moi, je ne suis pas venu ici pour dire qu'on va faire ça tranquillement. Mais est-ce qu'on peut se permettre d'avoir ces bidonvilles? Non. Est-ce qu'il faut reconduire l'immense majorité de ces irréguliers de là où ils viennent, notamment aux Comores? Oui. Oui. Et comment? Ça va être toute la difficulté. Mais on ne va pas le faire en mettant en place. Oui, bien sûr, c'est la responsabilité de l'État. Ben oui, c'est la difficulté de gouverner, ça je vous le confirme. Et la difficulté de gouverner d'un côté et la facilité d'être dans l'opposition. Mais ça, c'est la vie. Ça, c'est la vie politique. Oui, mais c'est cette réalité. C'est cette réalité. Mais parce que c'est cette réalité, mon rôle et notre rôle, c'est d'écouter ce que nous disent les élus et de trouver un certain nombre de propositions. Donc, de toute façon, dans les jours, dans les semaines, dans les mois qui viennent, il n'y a pas d'autre solution que de démanteler ces bidonvilles, y compris parce qu'on a besoin de foncier ou parce qu'ils sont installés dans des secteurs particulièrement dangereux, et de reconduire à la frontière ces personnes. Il n'y a pas d'autre choix. Le comment? Écoutez, les ministres de l'Intérieur, de la Défense, ou moi-même, viendront le dire, ça ne sera pas facile, mais il n'y a pas d'autre solution. Un peu loin de la France, après 2 tentatives, les parlementaires libanais ont finalement trouvé le bout du tunnel en ce qui concerne la gestion du pouvoir d'État. Ils ont porté leur choix sur Joseph Aoun pour présider aux destinées du Liban. Le déblocage de la situation est survenu après plusieurs années où le pays n'avait plus de dirigeants à sa tête. Les précisions avec Latif Boni. Contre les dispositions constitutionnelles, il était le candidat des États-Unis d'Amérique, de l'Occident et l'homme soutenu par l'Arabie saoudite. Plusieurs soutiens de taille, certes, mais pas suffisants pour l'emporter face aux factions dissidentes qui animent le Parlement libanais.
Nous voulons préserver la Constitution et donc il est impossible pour nous d'élire le chef de l'armée aujourd'hui. Joseph Aoun s'est vu crédité de seulement 71 voix à l'issue du premier tour ce jeudi, largement en deçà des 2/3 des voix qu'exige la Constitution pour être élu. Pour cause, sa candidature est jugée par une partie des élus comme étant anticonstitutionnelle. Le texte fondamental libanais dispose en effet qu'un haut fonctionnaire ne peut briguer la magistrature suprême sauf s'il quitte son poste 2 ans avant. Or, Joseph Aoun, qui succède à Michel Aoun, est jusqu'à ce jeudi où les élections se tiennent, le commandant en chef de l'armée du pays. Pour lever le blocage et conformer la candidature du militaire soutenu par l'Occident et Riyad à la Constitution, une partie de la Chambre a même mis sur la table la possibilité de réviser le texte fondamental. Mais sans accéder à cette demande, le président du Parlement, Nabi Berri, a convoqué ses pairs à un deuxième tour dans l'après-midi. Entre-temps, dans les coulisses, Joseph Aoun a pu rencontrer des représentants des blocs du Hezbollah et de son allié, le mouvement Amal. Une rencontre qui a fait basculer les 27 députés chiites du Hezbollah et du mouvement Amal du président du Parlement, Nabi Berri, et qui a permis de sortir le Liban de l'impasse avec l'élection de Joseph Aoun, 60 ans, à la tête de l'armée depuis mars 2017. Joseph Aoun, 99 voix. Vote blanc, 9 voix. Souveraineté et Constitution, 13 voix. Chibli Malat, 2. Vote nul, 5. La présidence du Parlement proclame Joseph Aoun président de la République. Aujourd'hui, une nouvelle ère de l'histoire du Liban commence. Voilà, donc ce qu'on peut retenir en ce qui concerne les nouvelles vues par notre rédaction, la dernière ligne droite, c'est la revue de presse. Et dans leur parution de ce jour, nos confrères parlent de la séance plénière de ce jeudi 16 janvier 2025 à l'Assemblée nationale et la nomination du professeur Ibrahim Salami à la Chambre administrative de la Cour suprême. La revue de presse de ce jeudi est signée Ilyas Adeleke. Mesdames et messieurs, bonjour. Démarrons cette revue de presse par le quotidien d'IB Info. Le journal s'intéresse à la plénière de ce jeudi à l'Assemblée nationale et dit que 3 points sont inscrits à l'ordre du jour. Il s'agit de l'examen du projet de loi relatif à l'alimentation scolaire en République du Bénin, l'examen du projet de loi portant organisation de l'exercice en clientèle privée des professions médicales et paramédicales de santé humaine en République du Bénin, ainsi que l'examen de la question d'actualité relative à l'attaque terroriste contre l'armée béninoise au point triple dans la commune de Banikwara, dans le département de la Libori. Et justement, par rapport à cette attaque meurtrière au nord du Bénin, l'autre quotidien nous informe que le président Loïc Béounou Vlavonou et le personnel parlementaire ont honoré la mémoire des soldats tombés. Le quotidien Le Contemporain à présent, le journal évoque le Conseil des ministres du mercredi 15 janvier 2025 et nous informe que le professeur Ibrahim Salami est nommé président de la Chambre administrative de la Cour suprême. Sur le sujet, Kinikini révèle les prérogatives selon l'article 34 de la loi numéro 2022-10 du 27 juin 2022 portant composition, organisation, fonctionnement et attribution de la Cour suprême. Terminons cette revue de presse avec l'événement du jour qui s'intéresse dans sa livraison au financement du développement durable. Mon confrère nous renseigne que le Bénin dispose désormais d'une politique nationale de financement du développement, PNFD, pour la période 2025-2033. Elle a été adoptée ce mercredi 15 janvier 2025 lors de la séance hebdomadaire du Conseil des ministres tenue sous la présidence du chef de l'État, Patrice Talon. La dite politique découle d'une démarche participative et postule qu'à l'horizon 2023, le Bénin assure la mobilisation et l'utilisation optimale des ressources
intérieure. Fin de cette revue de presse. À demain. Et merci à tous ceux qui nous ont suivis, que ce soit à Porto Novo ou encore un peu plus loin sur le territoire national. Merci aux équipes de réalisation et aussi celles de diffusion. Merci à la rédaction. À très bientôt.